propose de démarrer, si ça vous convient. Comme ça laissera le temps aux gens de se connecter tout doucement. Donc, Julien Robert, je suis le directeur du Centre national de ressources handicap rare La Pépinière. Merci à tous d'être présents à ce petit webinaire qu'on a organisé. Sans plus tarder, je vais vite donner la parole aux personnes qui ont été en première ligne sur la création de ce livret sur les troubles neurovisuels. Mais avant ça, je vais vous présenter très rapidement le centre ressources qui vous présente ce livret aujourd'hui pour que vous puissiez aussi situer un petit peu plus la population auprès de laquelle on intervient et l'origine, un petit peu ce qui nous a poussé à créer ce livret. Toc. Je vais juste partager mon écran. Donc, le Centre national de ressources handicap rares La Pépinière, donc nous, on est basé à Lille, c'est géré par une association qui s'appelle le GAPAS. Et du coup, on intervient dans le champ du handicap rare, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui sont à la fois, donc il y a une rareté des publics, une personne sur 10 000 est concernée par le handicap rare. Ce sont des personnes aussi pour lesquelles il y a une combinaison de déficiences. Donc pour nous, c'est la déficience visuelle avec d'autres handicaps associés. Et ce sont aussi des personnes pour lesquelles il y a une technicité d'accompagnement qui est très particulière et qui demande voilà, un savoir-faire très spécifique. Donc nous, comme je vous le disais, on intervient sur le champ de la déficience visuelle, sur l'ensemble du territoire national. Donc ça englobe à la fois la déficience visuelle, la non-voyance, la cécité, mais également les troubles neurovisuels qui nous intéressent aujourd'hui. Là, vous voyez que c'est un schéma pour vous montrer que souvent, il y a une intrication entre les déficiences et qu'il y a plusieurs déficiences qui s'entrecroisent dans les personnes qu'on accompagne et qui viennent pas. Donc, le handicap ne s'additionne pas, mais plutôt se démultiplie. Parce que quand on est une personne déficiente visuelle, qu'en plus, il y a des questionnements autour des TSA ou qu'on est en situation de handicap moteur et intellectuel, ça vient complexifier très fortement l'accompagnement. Il faut savoir que 50% des personnes qu'on accompagne relèvent aussi du champ des maladies rares. Donc, on a 4 missions principales. On intervient sur les situations les plus complexes en matière de handicap rare, sous forme d'équipe mobile, sur l'ensemble du territoire national ou alors dans nos locaux. On intervient aussi du coup plus sur des actions de formation, de transfert des savoirs, des actions de formalisation, comme c'est le cas aussi aujourd'hui par ces livrets. Alors, on a un centre de documentation avec aussi des documentalistes qui peuvent vous renseigner sur le handicap qu'on accompagne. Donc là, c'est par exemple 2 ouvrages qu'on a eu l'occasion de publier ces dernières années sur l'accompagnement de l'enfant aveugle de 0 à 3 ans ou sur les particularités du bilan moteur chez le jeune bébé et le jeune enfant déficient visuel, que vous pouvez, voilà, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous contacter sur le sujet. On anime aussi des communautés de pratique et des réseaux sur l'accompagnement des personnes TSA avec déficience visuelle, par exemple, sur les personnes concernées par les troubles neurovisuels ou encore sur la stimulation visuelle. Et d'ailleurs, vous verrez que le réseau sur les troubles neurovisuels a été associé aussi à la création de ce livret. Et on a aussi une plateforme collaborative qui vient soutenir ce travail de coopération et ce travail de communauté de pratique. Et une dernière mission donc, qui est en lien avec les autres, sur l'innovation, la recherche, le conseil sur le champ qui nous intéresse. On a notamment créé un outil, notamment le TITSA, un test pour enfants aveugles avec troubles du spectre autistique ou troubles apparentés, qui est un exemple de création d'outils qu'on a pu mener. Voilà, mais comme on a peu de temps, je ne m'attarde pas plus sur la présentation du centre. Ça vous permet de mieux situer nos actions. Et je laisse la parole tout de suite à Denise qui va vous présenter son fameux livret, qui n'est pas que le sien d'ailleurs. Elle vous citera toutes les personnes qui ont collaboré sur le sujet. Alors, je vous remercie en tout cas de l'intérêt que vous portez à ce livret, à ce premier livret qui est pratico-pratique. Et d'abord, je voulais aussi remercier la présence des mamans de Nel et Edgar, donc les 2 enfants que vous verrez tout au long de ce livret en photographie. Et aussi, merci à ces mamans d'avoir apporté un témoignage. Et d'ailleurs, l'une d'elles parlera à la fin de notre présentation.
Alors, le projet de réaliser plusieurs livrets pratico-pratiques vient d'un constat selon lequel les difficultés neurovisuelles et oculomotrices chez des enfants ayant des troubles associés, des troubles ou déficiences associées sont souvent peu pris en charge. Et aussi le constat de la nécessité de former les équipes qui prennent bien conscience de la problématique et que cette problématique influe sur l'enfant dès son plus jeune âge, dans son développement et dans tous ses apprentissages. Alors, ce qui est abordé dans ce premier livret est depuis longtemps partagé avec ceux qui suivent les formations au CNRHR sur les troubles neurovisuels avec troubles associés ou déficiences associées. Et donc, là, on a voulu le finaliser pour faire un partage plus grand et libre à tous ceux qui seront sensibilisés à la question. Avec ce réseau, donc tous ceux qui sont formés aux troubles neurovisuels forment un réseau. Et avec ce réseau, on a le projet de créer d'autres livrets pratico-pratiques comme sur les troubles visuospatials, sur l'attention visuelle, l'exploration, la reconnaissance visuelle. Donc voilà, tous ces livrets sont en projet et vont suivre le même processus que le premier, mais j'espère un peu plus rapidement que le premier. Voilà, donc voilà. Maintenant, je vais laisser passer la parole à Liliana. Si tu mets ton micro, ça ira. En effet, c'est mieux. Du coup, Denis, je te laisse partager ton écran pour nous présenter, pour qu'on ait un visu sur le livret. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc Liliana Alves-Silva, je suis neuropsychologue au sein du centre de ressources La Pépinière. Donc, moi, je vais vous parler très rapidement. Je vais juste vraiment commencer par introduire un petit peu ce livret. Donc, comme le disait Denise, les raisons d'être de ce livret, en fait, on sait qu'en dessous de 30 mois, les troubles du regard sont susceptibles d'impacter l'ensemble du développement, que ce soit le développement moteur ou cognitif. Et donc, on ressent ce besoin, en tout cas au contact des équipes, mais aussi au contact des enfants et adultes qu'on voit, de stimuler la vision et le regard. Donc, notre objectif, c'est, même dans le cas d'une déficience visuelle sévère, d'amener la personne à utiliser au maximum son potentiel visuel. Donc, ce livret il est à destination de toute personne formée ou en lien avec des professionnels qui le sont aux troubles neurovisuels. Donc, quand est-ce qu'on va venir stimuler le regard? À 18 mois, les stratégies oculomotrices, elles sont acquises et la perturbation de ces dernières va avoir un impact sur le développement. Donc, nous, on a pris le parti de stimuler le regard dans 3 grands cas, on va dire. Le premier, lorsqu'il y a des troubles de la perception et de la reconnaissance visuelle. Par exemple, plus précisément, dans le cas, par exemple, de retard de maturation visuelle, dans le cas d'amputation d'une partie du champ visuel, par exemple, dans l'hémianopsie, d'une partie donc partielle du champ visuel ou total, dans le cas par exemple d'une cécité corticale, d'une dysnoxie, c'est-à-dire des problèmes de reconnaissance ou d'une négligence spatiale. Donc, pour voir et regarder, c'est nécessaire pour reconnaître. Donc, on va venir stimuler le regard. Dans le cas également donc, de troubles du regard, certainement qu'Alice, notre orthoptiste, vous en parlera plus en précision tout à l'heure. Donc, par exemple, dans le cas de troubles de l'oculomotricité, que ce soit les fixations, les poursuites, les saccades, on va pouvoir stimuler. Dans le cas aussi où il y a des troubles de la stratégie d'exploration, de la coordination de la vision centrale et de la vision périphérique, et aussi des troubles oculomanuels ou visio-moteurs. Enfin, le troisième grand cas, on va dire, où on peut
faire cette stimulation du regard, c'est dans le cas de troubles de l'attention visuelle. En effet, qui dit trouble du regard dit fatigue, demande beaucoup d'efforts et peut entraîner des problèmes d'attention, notamment d'attention visuelle. Donc, cette attention visuelle va entraîner un manque d'analyse de l'environnement. Donc, qui dit moins d'analyse de l'environnement dit certainement, dit probablement qu'on reconnaît moins bien. Si on analyse moins bien, on risque de reconnaître moins bien. Donc, la stimulation du regard, elle peut venir en plus solliciter l'attention. Donc, voilà un petit peu les 3 grands cas où il est possible de pratiquer cette stimulation. Bonjour à tous, donc Alice Wattel, je suis orthoptiste au Centre national de ressources au handicap rare. Donc je vais vous parler un petit peu plus de comment stimuler le regard. Donc déjà, il faut savoir que cette stimulation, bien sûr, au préalable, il y a toujours un bilan qui va permettre d'établir quelles sont les capacités d'un enfant donc à un instant T ou d'un adulte d'ailleurs. Donc il va falloir distinguer différents stades de perception. Donc, soit on a une absence totale de perception, soit on va avoir une perception de forme globale, mais une absence de perception des détails qu'on retrouve par exemple dans les pathologies qui entraînent la déficience visuelle ou dans tous les retards de maturation visuelle. Et ensuite, on va avoir la perception, mais l'absence de reconnaissance. Donc, pour tout ça, on va stimuler en fait progressivement. Déjà, donc la première étape, c'est toujours de mettre la lumière dans les yeux de l'enfant, de voir qu'est-ce qui se passe. Est-ce que déjà, il y a une attention ou une réaction du corps à la lumière? Donc, ce n'est pas forcément une réaction avec les yeux, ce n'est pas forcément une fixation au départ. Ça peut être juste, par exemple, un arrêt des autostimulations. Ça peut être un changement dans la respiration. Donc, voilà. La première étape, c'est vraiment chercher une réaction face à une lumière qui arrive. Ensuite, on va porter cette lumière ailleurs que dans les yeux, on va la mettre sur le côté par exemple, et là on va chercher petit à petit à essayer de porter son attention sur cette lumière en orientant son corps, sa tête, et l'idéal c'est les yeux qui arrivent dessus. Donc là, quand les yeux se posent sur la lumière, seulement à ce niveau-là, on parle de fixation, et quand cette fixation est stable, c'est-à-dire elle dure plusieurs secondes, là, ça permet la reconnaissance. Donc voilà, donc ça, il faut déjà savoir de où on part pour savoir quel type d'exercice on va proposer, quel type d'ambiance lumineuse aussi on va proposer. Donc tout ça, ce sera au fur et à mesure dans le livret, on va en discuter. Donc Denise, vous avez mis quelques petits conseils. Donc déjà, se tenir en face de l'enfant, accentuer donc les mimiques du visage. On essaye, au début, quand on présente les propositions visuelles, on va pas parler. Donc, on va essayer vraiment de favoriser l'orientation du regard uniquement sur la source lumineuse et pas sur une source auditive. Donc, voilà. Donc, ça, c'est les petites choses qui vous sont notées. Je ne lis pas tout. Vous allez avoir accès au livret. Donc, comment on va stimuler dans le cadre de troubles de l'oculomotricité? Donc, on va travailler bien sûr les fixations, la poursuite, donc c'est le suivi d'une cible en mouvement. Les saccades, c'est tous les petits bons visuels qu'on réalise au quotidien. On va travailler les stratégies d'exploration, la coordination plus manuelle. Alors, ce programme, il doit être conçu en équipe. Il doit être décidé en équipe, c'est très important justement, et c'est toute la richesse du travail interdisciplinaire, surtout dans des situations complexes. Donc, il faut vraiment qu'on s'entende sur un programme qui sera exécuté par tous. Il faut bien s'assurer du bien fondé de la stimulation. Ça, c'est vraiment important. D'abord, avec une base d'une étude des fonctions neurovisuelles et oculomotrices, ça c'est très important. Si possible, les conseils d'un ophtalmo ou d'une orthoptiste. Et en tout cas, ça doit être validé par un médecin. Alors, brièvement, cette stimulation, elle doit être limitée dans le temps, avec des concertations régulières avec les personnes qui vont être impliquées dans cette stimulation. Et bien sûr, le programme est adapté
aux compétences et difficultés de chaque enfant. Je ne vous dis pas toutes les consignes, hein. Vous lirez quand vous aurez le livret en main. Donc là, on vous a mis un exemple de grille d'observation parce que la problématique des équipes, c'était souvent le manque de temps dans la rédaction des observations, etc. Et qu'il fallait un outil donc rapide à utiliser. Donc là, c'est simplement une grille où il faut rapidement compléter certaines choses, entourer. L'idée, voilà, c'est d'enlever le côté rédactionnel pour que ça puisse être plus simple en équipe, en fait. Donc, il y a différentes catégories voilà, qui sont reprises, l'oculomotricité, les capacités visuelles, parce que dès lors qu'on travaille à essayer de développer des potentialités visuelles, un petit potentiel visuel, on va essayer de regarder quelle est la plus petite chose que l'enfant peut voir. Donc, petit à petit, c'est des choses qu'il faut qu'on note quelque part. L'idée, voilà, c'est qu'à chaque séance de stimulation, on se prenne un petit temps pour noter dans une grille. Ça, c'est un exemple, hein, mais tout est adaptable. Mais noter, là, il m'a regardé 2 fois dans les yeux, on va le noter. Il a suivi un petit peu à gauche la lumière. Donc voilà, tout ça, c'est des petites observations qu'on note pour voir s'il y a des progrès, en fait, dans le temps, au fur et à mesure des séances. Donc voilà un exemple de grille. Alors, cette stimulation, on va la faire dans différents environnements. On cherche vraiment à développer la plus petite compétence visuelle. Et justement, on va commencer, pour certains, dans l'obscurité. Là où, justement, avec des cibles lumineuses. Après, on passera en lumière noire avec des objets fluorescents ou des cibles noires et blanches. Et bien sûr, on va continuer en lumière du jour, avec des cibles scintillantes, des cibles marquantes, voilà, pour pouvoir ancrer le regard. On va aussi utiliser un environnement de paravent Vichy, mais là, ça demande vraiment un protocole bien précis. Et justement, il y a un prochain livret qui sera sur la stimulation visuelle avec les différents contrastes que l'on peut proposer. Donc, justement, toute une partie sur les paravents Vichy qui doivent être utilisés avec un protocole précis. Ça, c'est important aussi. Et puis, voilà. Donc, ce qu'on conseille quand on voit une équipe qui commence ce genre de stimulation, c'est de se créer une valise, une mallette où on regroupe le petit matériel dont on a besoin. Donc, déjà, avoir des lumières, donc de différentes intensités, de différentes couleurs. C'est important d'avoir une lumière rouge. Pourquoi? Parce que c'est la première couleur qui est perçue par le nouveau-né et c'est la première couleur aussi qui est récupérée dans des déficiences visuelles d'origine corticale, hein. Du coup, important d'avoir une lumière rouge, une lumière blanche, bleu, vert, dans les couleurs primaires. Et puis après, des objets clignotants voilà, que vous trouvez dans les commerces, etc. Il n'y a pas de matériel forcément spécifique. Donc, les cibles lumineuses, des cibles fluorescentes. Donc, voilà, quand on travaille sous néon, donc on a déjà un peu amorcé, on peut travailler en obscurité, en néon, en lumière du jour. Avec le néon, ça rend fluo, voilà, un certain nombre de matériels. Donc, c'est intéressant aussi ce matériel. Les cibles noires et blanches, voilà, pour mettre en valeur certains objets. Des cibles scintillantes. Donc là, il n'y a pas la photo, mais dans le livret, il y a une photo d'une boule à facettes, etc. C'est ça l'idée, c'est des CD, des boules à facettes, des choses qui brillent, des paillettes, pourquoi pas. Et puis, on retrouve tous les stylos qu'utilisent beaucoup les orthoptistes. Donc, les stylos avec les cibles, des pantins, des articulés, puis toutes sortes d'objets, hein, des peluches. C'est très varié. Et finalement, c'est un matériel qui est très peu onéreux et qui se trouve très facilement. Important d'avoir des petites cibles aussi, ne pas avoir que des grosses choses, mais comme je vous l'ai dit, on va essayer de voir petit à petit la fonction visuelle s'améliorer, donc on essaye d'avoir des choses de plus en plus petites et arriver jusqu'à des tailles de quelques millimètres, hein, des toutes petites perles. Donc voilà, vous voyez dans cette boîte, on a du matériel de différentes tailles, contrasté, pas contrasté, etc. Des cibles au bout d'un manche pour tout ce qui est le travail du champ visuel, la détection voilà, des cibles périphériques qui arrivent sur le côté. Donc ça, c'est important, c'est plus pratique, ou des raquettes. Voilà.
Et puis pour tout ce qui est saccade, travailler voilà, la détection des jeux de cache-cache, etc., c'est important d'avoir aussi un cache. Alors nous, on utilise des châteaux de labo, mais ça peut être aussi plus simplement juste vraiment un cache rectangulaire où on fait apparaître, disparaître. Ça permet de travailler voilà, les saccades par apparition. Les panneaux Vichy, voilà. Les panneaux Vichy, Ou en les fait, supports Vichy, voilà, des supports à carreaux, noir et blanc, qui peuvent servir de set, de plateau, pour mettre en valeur des images, des objets, comme ce qu'on voit sur les images. La table lumineuse, elle est aussi utilisée voilà, dans la déficience visuelle. Ça permet aussi de mettre en contraste en fait, les objets qui s'y trouvent. Donc, c'est un outil également intéressant. Alors, la stimulation du regard, on va essayer de se créer une ambiance. C'est important, bien de s'isoler, de faire ça dans une pièce calme. Ça, c'est et sereine, hein, voilà, parce que et l'environnement, obscurité, lumière noire, lumière du jour, est choisi en fonction des difficultés ou des compétences de l'enfant, du niveau de neurovisuel de l'enfant. Et la chose primordiale, étant ergothérapeute, pour moi, c'est d'une importance absolue, c'est de veiller à une bonne installation. On ne sait que trop quelle influence a la posture sur la vision et vice-versa, et cela dès le plus jeune âge. Donc, c'est quelque chose vraiment qu'il faut prendre en compte dans notre stimulation du regard. Donc après, vous est détaillé vraiment étape par étape comment on va améliorer la fixation, la poursuite, les saccades. Donc, j'ai déjà un petit peu amorcé le travail tout à l'heure, mais voilà, faire apparaître la lumière. Il y a des enfants qui ont un temps de latence très long, donc on n'hésite pas à attendre longtemps qu'il y ait un accrochage du regard. Quand les yeux se posent sur la cible, hop, on cache et on replace à un autre endroit dans le champ visuel. On attend de nouveau la fixation. Donc voilà, vraiment laisser le temps. Après, ce qu'on disait, donc l'idée, c'est que ça ne soit pas non plus le roi du silence. Hein. Ce n'est pas que personne ne parle. Et voilà, c'est quelque chose qui peut être très ritualisé, c'est-à-dire attention, attention, il y a quelque chose qui va arriver, etc. On présente la cible. À ce moment-là, on ne parle plus. On attend l'accrochage du regard. Il se fait. On verbalise, on encourage, etc. Hop, on représente à un autre endroit, etc. Mais pendant le moment de présentation, on essaye de rester silencieux. Pour favoriser l'attention visuelle sur la cible, il faut renouveler les cibles très régulièrement. On peut aussi demander à l'enfant de décrire ce qu'il voit quand il y a la communication verbale. Voilà. L'importance de la posture, de stabiliser la tête chez des enfants qui ont un tonus de cou qui est difficile, voilà, de les aider à stabiliser pour favoriser la fixation. La poursuite, à partir du moment où on a un petit accrochage sur la cible, on va essayer de la mettre doucement en mouvement pour voir s'il y a une possibilité voilà, de suivre cette petite cible. On attend du coup qu'il y ait bien un accrochage au départ, on se déplace, s'il y a des décrochages, on attend que l'enfant recapte la cible avant de rebouger, etc. Donc la poursuite, on va aussi chronométrer, comme d'ailleurs la fixation, on va essayer de dire en nombre de secondes combien de secondes l'enfant arrive à fixer, à poursuivre, de façon à ce qu'on puisse comparer d'une séance à l'autre, etc. Si ça peut aider l'enfant, là on voit la petite fille sur la photo qui suit avec son doigt, donc si ça peut aider, on suit avec le doigt, pourquoi pas. Si ça peut aider de verbaliser, de décrire aussi, ça peut être une technique, voilà. Si ça aide aussi certains enfants d'utiliser l'auditif, un objet un petit peu qui fait du bruit, pourquoi pas aussi en rééducation pour attirer le regard, de passer au début par l'auditif. L'idéal, c'est qu'après, on obtienne quelque chose qui soit purement visuel, mais voilà, ça dépend des objectifs de prise en charge de chaque enfant et chaque adulte, s'il y a des adultes qui travaillent ce genre de problématiques. Voilà. Alors, stimuler le regard va pouvoir aussi stimuler la sensorimotricité. Toujours ce lien entre vision et posture, entre vision et mouvement, ça nous permet d'utiliser la stimulation du regard pour favoriser la sensorimotricité, par exemple le redressement de la tête, le redressement du tronc, les retournements. Et cette stimulation va aussi permettre d'unifier les deux champs, les deux hémichambres, droit et gauche, haut et bas. Donc ça, c'est vraiment aussi important de faire cette stimulation du regard pour cette unification du champ visuel.
On va aussi stimuler donc la construction de l'axe médian en faisant par exemple des poursuites d'un côté et d'un autre. L'enfant doit s'organiser de façon motrice pour aller d'un côté et d'un autre, façon motrice, mais aussi il va devoir aussi organiser son geste regard. Dans cette simulation, on va aussi travailler la coordination oculo-manuelle. Donc, stimuler à prendre des objets en regardant et stimuler à regarder ce que l'on touche aussi. Et pour les enfants qui n'ont pas de conscience qu'il y a des choses à prendre, hein, par exemple dans les déficiences d'origine corticale sévère, ils n'ont pas conscience qu'il y a des choses à prendre. On va utiliser vraiment la coaction pour vraiment leur donner ce geste de coordination oculo-manuelle vers des objets. Donc, stimuler la personne à regarder ce qu'elle touche. Par exemple, nous utilisons beaucoup le tapis qui scratch des bigoudis et d'autres formes que les enfants aiment beaucoup. Suivre un chemin, ramasser des objets, suivre un chemin, par exemple, en lumière fluorescente, ça marche très bien pour développer la coordination oculo-manuelle. Améliorer les saccades, donc les saccades, voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est ce petit bond visuel qu'on réalise en permanence en fait pour alterner entre par exemple la fixation de deux visages, etc. Ça permet de prendre des informations et quand ces saccades elles sont pas précises, ça impacte énormément en fait tout le quotidien parce que quand on fait une saccade, le cerveau aussi calcule la distance entre les deux objets et donc voilà, ça donne des informations précieuses sur tout notre environnement visuel. Donc, on va travailler les saccades en présentant deux cibles et l'enfant doit alterner visuellement entre les deux cibles. Ça, c'est l'idéal, c'est quand l'enfant est capable de gérer deux cibles. Quand ce n'est pas le cas, on utilise donc un cache et on fait apparaître, donc voilà, comme ça. Et ce sont des saccades davantage que moi je dis saccades par apparition, c'est-à-dire que c'est des saccades de détection, contrairement à des saccades qui seraient volontairement effectuées entre deux cibles. Voilà, donc on cherche la précision parce qu'il y a des enfants qui leurs yeux vont passer d'un objet à l'autre en faisant deux bonds au lieu d'un, par exemple. Donc, soit la saccade est trop petite, donc ça va être tac-tac, soit au contraire, elle dépasse la cible et puis elle revient. Donc, voilà, l'idée, c'est de chercher la précision dans les mouvements et puis l'endurance parce qu'il y a des enfants qui sont très, très fatigables à ce niveau-là. Donc, il y a beaucoup d'activités qui permettent de travailler les saccades. Ça peut être... dès qu'on a des enfants qui ont un petit peu plus de compétences, ça peut être voilà, des images, des jeux d'exploration visuelle, que ce soit dans l'espace, que ce soit sur l'espace stable, que ce soit des jeux voilà, de lecture de carrés de couleurs, comme on voit le petit garçon. On peut utiliser des diaporamas avec des images qui défilent à des endroits différents. Du coup, les yeux sont attirés visuellement par les images qui apparaissent. Voilà, ça prend vraiment des formes très variées. Travailler les saccades, c'est vraiment, à partir du moment où on a un jeu avec un support visuel, il y a des saccades qui sont effectuées. Donc, voilà, c'est assez, les supports sont variés. Alors justement, dans le travail des saccades, on travaille aussi la vision, la coordination entre la vision focale et la vision périphérique. La vision périphérique permet au regard de s'organiser dans l'espace pour pouvoir regarder telle ou telle cible. Donc, c'est vraiment important de travailler cette coordination, notamment dans les déplacements et aussi dans toutes les activités manuelles ou d'apprentissage, dans toutes les activités d'exploration aussi. Et justement, voilà, là c'est la dernière page de notre livret et ça va déboucher sur un prochain livret qui sera de développer l'exploration et l'attention visuelle. Car, entre l'exploration et l'attention visuelle, il y a aussi un lien important, comme nous le dirait Liliana d'ailleurs. Donc voilà, plein de projets avec de nouveaux livrets qui devraient voir le jour avant 2023. Je voudrais passer la parole à une maman qui veut bien témoigner, si la maman
d'Edgar est là. Oui. Est-ce que la maman d'Edgar est là? Les témoignages de ces deux mamans sont sur la couverture du livret. Donc, voilà. C'est sur la dernière de couverture. Hop. Enfin, comment on dit là Le dos. La quatrième de couverture. C'est ça, la quatrième de couverture. Cherchez les mots. Bon, je ne sais pas, la maman d'Edgar est dans le coin? Pas sûr qu'elle soit connectée. Du coup, je propose de laisser la parole juste à… En plus, il y a une question à ce sujet à Marina. Et du coup, on en profite aussi pour remercier très chaleureusement Marina Soler, notre documentaliste, qui a mis en forme tout ce travail autour du livret. Donc, on a la chance de pouvoir avoir les ressources internes aussi pour pouvoir mettre en forme et que ça soit le plus agréable possible pour prendre connaissance de ces livrets. Donc, voilà, on remercie Marina. Et Marina va nous expliquer un petit peu comment on peut se procurer ce livret et puis et voilà, où est-ce qu'il est disponible. Alors, en fait, ce livret est en cours d'impression pour le moment. Vous pourrez le commander via un formulaire Hello Asso et il coûtera 10 € en version papier. Sinon, vous pouvez aussi le télécharger gratuitement, librement sur notre site internet. Il y a juste un formulaire à remplir qui vous donne accès à la page de téléchargement. Voilà, vous le trouvez sous l'onglet Nos publications. Voilà, c'est la dernière, la dernière publication du CNRHR et il y aura une communication dessus dans tous les cas via la plateforme collaborative pour les personnes qui en font partie et puis sur le site internet. Donc, voilà. Voilà, et du coup, est-ce qu'on passe tout de suite aux questions? Il y avait juste une question dans le chat, mais peut-être que d'autres personnes veulent poser des questions. Si la maman d'Edgar n'est pas là. Voilà, tu as un empêchement. Vous lirez son témoignage. Vous pourrez télécharger là. C'est pour vous donner envie de lire son témoignage. Voilà. Voilà, oui. Marina, il y avait une question donc c'est l'association LDQR. Pourquoi les doigts qui rêvent, oui. Pourquoi les doigts qui rêvent? Pourquoi un motif Vichy plutôt qu'un fond sombre uni? Je ne sais pas si vous m'avez entendu. Pourquoi un motif Vichy plutôt qu'un fond sombre uni? Je dirais que ça dépend de la couleur de la cible. En fait, ça dépend de la cible. Si c'est une cible où il y a déjà des motifs dessus, etc., vaut mieux en effet privilégier un fond uni noir si la cible est colorée et un motif. Si c'est une cible, je dirais unie, juste une pastille de couleur ou des pastilles aimantées, etc., en fait, le noir et blanc attire vraiment et ancre le regard et ça attire plus, si vous voulez, qu'un fond simplement noir uni. En fait, les nourrissons, pour faire leur bilan d'acuité visuelle, ce sont des cibles noires et blanches, circulaires. C'est vraiment le contraste noir et blanc. L'enfant, le tout petit, c'est vraiment ce qu'il peut être alerté au niveau visuel. Donc, on se retrouve avec des enfants qui ont une importante déficience visuelle, neurovisuelle, et c'est parfois les seules cibles, les Vichy, c'est les seules cibles que les enfants perçoivent. Donc, on commence vraiment avec ces cibles-là pour attirer le regard. Parce que plus on attire le regard, plus ce regard va prendre conscience qu'il y a des choses à voir. Voilà. J'espère qu'on a répondu à votre question. Sinon, vous pouvez activer le micro aussi, je pense. On peut échanger. Oui. Bonjour. Oui, en effet, c'était les doigts qui rêvent. Bonjour. Oui, ça m'intriguait le Vichy parce que c'est vrai que en général, on met sur des fonds sombres ou même pour les souris chères, on utilise des fonds sombres. Donc, c'est vrai qu'en tant qu'éditrice adaptée depuis des années, je n'avais jamais vu de fond Vichy. Et du coup, voilà, c'est vrai que c'était ça m'intriguait fortement. Et, il y a des orthophonistes qui utilisent les 7 Vichy parce qu'on a observé que quand l'orthophoniste pose des images, l'enfant ancre vraiment sur chaque image. Ça ressort vraiment avec le Vichy. C'est vraiment
Nous, parfois, on dit c'est magique parce que c'est le seul moment où parfois un enfant qui n'est pas attiré par d'autres cibles, qui est attiré par la cible Vichy. Donc là, on sait qu'il y a un tout petit potentiel visuel à développer. D'accord. Ah oui, je suis ravie. Merci beaucoup. D'autres questions? Peut-être nous dire ce que vous avez pensé de ce livret. Vous encourager. En l'occurrence, ils n'ont pas pu en prendre connaissance encore, Denise. Ah oui, oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. D'autres questions ou remarques? Moi, j'aurais une petite question, mais pas par rapport au livret. En fait, je vous découvre complètement. Je suis maman, j'ai une fille qui a des troubles neurovisuels. Et effectivement, c'est très peu... alors, elle est suivie par une orthoptiste et en CESAD. Et on connaît très peu ces troubles-là. Et du coup, par rapport au centre, plutôt, on peut venir faire des bilans, des choses comme ça. Comment... En tant que parent, voilà, qu'est-ce qu'on... Alors nous, on intervient sans... alors on peut être sollicité par des parents, par des établissements, voilà, par toute personne. Bon, il faut l'accord des parents quand c'est un enfant, bien sûr. Nous, on n'a pas besoin de notification MDPH non plus. Notre seule porte d'entrée, c'est la qualification du handicap rare. Et donc, c'est un peu la définition dont je parlais. Et c'est pour ça aussi qu'on est sur un centre national, parce qu'on est sur des situations, voilà, comme le terme l'indique, assez très particulières. Et donc, nous, on va vérifier si notre intervention est la plus pertinente, parce qu'en général, quand on est en dehors du handicap rare sur la déficience visuelle classique, il y a normalement des ressources de proximité où on est en capacité d'orienter vers des ressources de proximité. Mais c'est vrai que sur les troubles neurovisuels, c'est un sujet qui agite beaucoup le centre, voilà, je pense, depuis plusieurs années, mais ce n'est pas que le centre ressources, hein, c'est aussi le monde de la recherche en général, et c'est un sujet qui est très investigué de plus en plus, et voilà, et même dans beaucoup d'établissements qui accompagnent les personnes déficientes visuelles, il y a aussi des réflexions sur l'accompagnement des troubles neurovisuels de plus en plus, justement au fur et à mesure des connaissances scientifiques et la nécessité d'accompagner ces personnes. Donc, vous pouvez concrètement nous solliciter. Et puis, du coup, notre porte d'entrée, c'est Liana, hein, qui est notre neuropsychologue, qui est là et du coup, qui a un entretien téléphonique avec la personne concernée. Et ensuite, nous, on évalue la situation en équipe et on voit si on peut apporter une réponse. Ou alors, si on peut trouver une réponse de proximité avec nos partenaires sur le territoire. Oui, ouais, ça serait super. Ok. Pour nous contacter, vous pouvez passer ça se passe par le secrétariat. Vous trouverez le numéro sur notre site internet. Et ensuite, c'est le secrétariat qui nous transfère les nouvelles demandes. Et moi, je rappelle la personne. Ok. Merci. Merci à vous. Et voilà, puis en tout cas, n'hésitez pas, alors si vous êtes en lien avec le monde de la déficience visuelle, je m'adresse à tout le monde, tous les participants, n'hésitez pas à diffuser aussi cette information sur ces livrets, parce que vraiment, c'est aussi l'objectif de ce webinaire, hein, c'est de faire en sorte que ce travail serve au plus grand nombre et qu'il soit diffusé largement. Voilà. Je pense que s'il n'y a pas d'autres questions, on va peut-être clôturer maintenant. Alors, moi, j'aurais éventuellement... Ah, bah, allez-y. Hein. J'aurais éventuellement une question, mais voilà. Ça fait 3 ans qu'on travaille avec des orthoptistes pour créer un livre numérique dans lequel il y aurait on travaille autour de l'adaptation d'un album qui existe dans le commerce. Et donc, on a fait différents niveaux de simplification des images pour permettre un accès pour les enfants pour les enfants malvoyants. Et c'est vrai on s'est posé beaucoup de questions, jusqu'où est-ce qu'on devait aller dans la simplification. Et en voyant ce qu'il y a dans le livret, je me dis qu'on pourrait encore aller plus loin. Mais c'est vrai que je ne sais pas trop comment. J'aimerais bien avoir votre retour, bien sûr par mail en dehors, mais c'est vrai que ça m'intrigue beaucoup. Et si jamais on peut... changer. Oui, voilà, pour pouvoir encore mieux servir les enfants que vous suivez au quotidien.
Ben voilà, c'était un peu l'objectif de notre livre. Souvent, il y a des livres où on peut modifier le texte, mais là, l'objectif, c'est de pouvoir avoir un menu où on peut paramétrer l'image pour qu'elle puisse être accessible au plus grand nombre. Bah, écoutez, oui, oui, bien sûr. Bah, de toute façon, Marina, je pense que ça s'est entendu, Les Doigts qui rêvent, on connaît bien aussi parce puis on a un centre de documentation, hein, donc on est toujours en veille voilà, sur les ouvrages qui peuvent servir les professionnels ou les familles qui sont en lien avec notre public. Et puis, de par nos missions de centre ressources, c'est assez large, hein, donc on est très ouvert aussi sur d'éventuels partenariats ou sur les manières de pouvoir vous aider, vous étayer sur ces sujets. N'hésitez pas à nous contacter dans un autre cadre et puis on verra si on peut vous aider. Merci beaucoup. Voilà, bah, écoutez, je propose que s'il n'y a pas d'autres questions, on peut s'arrêter là. On est dans les temps et en tout cas, voilà, on pourra diffuser aussi cette intervention ou si vous souhaitez la partager à d'autres, voilà, on la diffusera sans doute sur nos réseaux sociaux et sur notre site internet. Et merci pour vos retours positifs. Et merci pour vos remarques, c'est gentil. Ouais, merci pour les mots dans la discussion, hein. On ne les a pas lus, mais on les voit. On les a pas lus à voix haute, mais on les a lus. Ça nous encourage. Merci beaucoup. Juste, Merci beaucoup. je suis présidente de l'ASFERO, qui est la Société française de recherche en orthopsie. Je vais, si vous le permettez, mettre le lien avec votre livret sur le site, puisque nous avons un site pour ça, puisque nous touchons beaucoup toutes les orthoptistes et les troubles neurovisuels particulièrement. Donc, puisque je crois que vous avez donné l'autorisation qu'on diffuse. Oui. Voilà. Donc, je confirme que nous le ferons. Pour toute personne intéressée, motivée, il n'y a pas de souci. Oui, bien sûr. Et puis ça permet aussi, enfin voilà, on n'a vraiment pas une posture de sachant, hein, c'est le fruit de l'expérience de longue date et des travaux des membres de l'équipe, mais je pense que c'est aussi intéressant peut-être pouvoir échanger avec d'autres professionnels et pouvoir apprendre de nouvelles choses. En tout cas, enfin, c'est vraiment la posture qu'on a, donc plus c'est diffusé, plus ça permet d'en discuter, donc tant mieux. Moi, j'ai une très vieille expérience avec la déficience visuelle puisque j'ai travaillé en Barès il y a 30 ans et après, je me suis beaucoup orientée sur les TSA qui ont une forme de déficience aussi visuelle qui est plus fonctionnelle. Mais c'est vrai que tout ce que vous dites, c'est des choses qu'on utilise régulièrement et les tableaux, les panneaux Vichy sont vraiment ont été très utilisés par Bullinger, hein, qui sont une stimulation périphérique en fait de la vision et qui permettent d'accès, de ce relais entre la vision centrale et la vision périphérique et de stimuler l'apprendre à regarder pour mieux voir en fait, hein. Donc ça, c'est vrai que c'est très intéressant de pouvoir le diffuser au plus grand nombre et aussi aux parents parce que c'est vrai que souvent ils ignorent tous ces petits trucs, ces petites choses qui permettent de mieux voir. Merci beaucoup, hein. De rien. Merci de votre présence du coup. Cette fois, je pense que voilà, merci encore et puis voilà, à bientôt pour de prochains livrets peut-être et n'hésitez pas à nous solliciter si vous avez des questions. Voilà, à bientôt, au revoir. Merci, au revoir. Bonne soirée à tous. Merci, au revoir. Au revoir.